Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo du laboratoire à la pratique. Capsule vidéo issue du projet Scaleneo, financé par l'Union européenne dans le cadre d'un programme Erasmus+. Nous allons aborder aujourd'hui l'intérêt de la collaboration entre le kinésithérapeute et le chercheur en analyse quantifiée du mouvement pour découvrir qu'il s'agit en réalité d'une collaboration gagnant-gagnant. Quel est le lien entre la kinésithérapie et l'analyse du mouvement? Quel est l'intérêt pour le kinésithérapeute d'accéder à l'analyse quantifiée du mouvement? Eh bien, le kinésithérapeute, par essence, c'est un spécialiste du mouvement. Il y en a d'autres, bien sûr. Il y a les psychomotriciens, par exemple, les ergothérapeutes, ou d'autres professions médicales. Néanmoins, le kinésithérapeute fait partie de ces spécialistes du mouvement. Pourquoi? Parce que l'expertise clinique du kinésithérapeute, son expérience clinique également, font qu'il a accès à une analyse visuelle du mouvement. Et il est capable de donner un sens à cette analyse du mouvement. Il a une expertise clinique, bien sûr, avec des connaissances physiopathologiques, mais aussi strictement physiologiques, anatomiques. Et puis, derrière cette analyse visuelle du mouvement, complétée ou pas par un examen clinique du patient, le kinésithérapeute a accès à des concepts cliniques sous-jacents. Par exemple, le concept clinique développé par Soyer et Hay, relatif à la posture et à la marche, avec les célèbres chaînes antérieures et postérieures. D'un autre côté, l'analyse expérimentale du mouvement permet d'amener à une critique des concepts cliniques. Une analyse critique qui se veut bienveillante, c'est-à-dire qui permet de valider ces concepts cliniques, mais aussi parfois de les invalider. Il existe bien entendu des concepts cliniques qui ont été développés à une époque où il n'existait pas encore les moyens de quantifier les choses comme il est aujourd'hui possible de le faire, et de ce fait, l'analyse expérimentale vient renforcer l'image que l'on a de ces concepts cliniques. En particulier, cette analyse expérimentale du mouvement permet d'apporter aux cliniciens des données strictement inobservables. C'est ça le point fort de cette analyse expérimentale du mouvement. Dire à un kinésithérapeute que le genou se fléchit d'environ 60 degrés en phase oscillante de la marche n'a que peu d'intérêt. Le kinésithérapeute formé le verra très bien. Par contre, aucun humain n'est capable d'approcher les contraintes qui siègent au sein d'une articulation. Contraintes qui sont le reflet des efforts mécaniques subis par l'articulation, mais contraintes qui sont également le reflet de l'activité motrice autour de l'articulation. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans une capsule vidéo spécifique. Ça, c'est quelque chose qui est assurément important à intégrer dans le raisonnement clinique. L'idée sous-jacente est bien entendu d'aider le clinicien à prendre des décisions thérapeutiques, c'est-à-dire d'apporter des données qui viennent compléter son bilan clinique afin de l'orienter effectivement dans ses choix thérapeutiques, mais aussi de poser les bases à l'évaluation du traitement qui sera mis en place. En fait, rendu à ce stade-là de la réflexion, il apparaît un problème assez récurrent chez le clinicien. L'analyse du mouvement va se faire, comme nous l'avons vu, par une évaluation initiale qualitative, c'est-à-dire un bilan clinique, un bilan visuel du patient. Et on vient de voir l'intérêt d'apporter éventuellement une évaluation quantitative, avec des données objectivées par des systèmes de capture du mouvement, au sens large du terme. Dans ce contexte-là, le clinicien va donc devoir réaliser une intégration de ces sources de données. Il va falloir qu'il apprenne à confronter les données qualitatives de son examen clinique et les données quantitatives issues de l'analyse quantifiée du mouvement. Cette intégration va l'amener à prendre des décisions, c'est ce que l'on vient de voir juste auparavant. Ces décisions vont amener à des choix thérapeutiques, à des actions thérapeutiques, et on espère bien entendu que le mouvement du patient, au sens large du terme, s'améliore. C'est au niveau de l'intégration des données quantitatives que le clinicien rencontre un certain nombre de difficultés. Effectivement, certaines données, certaines mesures, certaines unités peuvent paraître totalement abstraites, voire même mystiques pour certains cliniciens. Une des idées sous-jacentes du projet Scaleneo, c'est de favoriser l'intégration de ces données quantitatives au sein du raisonnement
hypothético-déductif du clinicien. Le chercheur, de son côté, présente également un certain nombre de problèmes. Alors bien sûr, c'est lui qui va générer les données, mais comment les interpréter? Comment leur donner une pertinence clinique quand on n'a aucune connaissance clinique initiale, quand on n'a aucun modèle clinique, quand on n'a pas de connaissance anatomique ou physiologique? C'est ça le problème du chercheur. C'est qu'il est capable de générer par des processus mathématiques ou physiques parfois complexes. Il est capable de générer des données quantifiées, précises, fiables, mais il a du mal à les interpréter. Ce qui rend la collaboration clinicien-chercheur absolument nécessaire. C'est là que la collaboration est gagnant-gagnant. D'un côté, l'expertise du chercheur permet de générer des données fiables. De l'autre côté, l'expertise du clinicien permet de les interpréter à partir de différentes connaissances que le chercheur n'a pas. Et cette collaboration est particulièrement efficace dans le domaine de la compréhension des différents handicaps locomoteurs, mais aussi dans la connaissance initiale physiologique des mécanismes locomoteurs, par l'étude scientifique de modèles de dysfonctionnement du corps humain qui sont alimentés par la connaissance du clinicien. Le chercheur n'a pas accès aux caractéristiques du raisonnement clinique. Effectivement, tout un chacun va avoir tendance à se focaliser sur un élément donné du corps, ou une articulation, un genou par exemple. Le clinicien présente un raisonnement très particulier qui gère beaucoup de flou, en fait, et un raisonnement qui va l'amener à avoir une approche de l'individu du global vers le particulier. Et puis ensuite, le clinicien est capable de raisonner par analogie. Alors des analogies avec ses connaissances physiopathologiques, mais aussi des analogies avec une base de données cliniques qu'il se construit de manière plus ou moins consciente et à laquelle il va se référer à partir de son expérience pour alimenter son raisonnement face à un nouveau cas qui lui est présenté. Ainsi se termine cette capsule vidéo qui, je l'espère, vous aura permis de prendre conscience de l'intérêt de la collaboration clinicien-chercheur dans un partenariat gagnant-gagnant autour de la compréhension des problématiques d'un patient.